Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur La Taloche, la chaîne qui claque, qui met des gros coups dans l'actualité que vous n'aimez ou n'aimez pas. Aujourd'hui, on va revenir sur toute l'actualité de la semaine, des shows hebdomadaires qui sont passés du côté de la WWE ou du côté de la WWE, même du côté d'Impact. On va faire un petit tour du côté d'Impact. Et en fin de podcast, on finira avec l'actualité pas très palpitante de cette semaine, il faut bien l'avouer. J'ai d'ailleurs même hésité à faire une vidéo, tellement il n'y a rien de palpitant cette semaine. Et sachant que les shows à huis clos nous embêtent tous et toutes. On commence avec WWE Raw. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de WWE Raw, parce que généralement je m'attaque pas au main roster. Mais cette semaine, j'ai décidé de le faire, totalement en impro comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a eu de très intéressant en WWE Raw? On a eu les matchs de qualification pour le Money in the Bank qui va avoir lieu au siège social de la WWE. Un concept assez étrange, ils vont commencer tout en bas du bâtiment. Ils vont devoir grimper les étages jusqu'à arriver sur le toit, où il y aura un ring de disposer, et après il faudra monter l'échelle pour décrocher la mallette. Alors ça, si c'est pas original, je ne m'y connais pas. On a eu le premier match de qualification, c'était Aleister Black qui affrontait Austin Theory. Austin Theory, mon petit chouchou. Si vous écoutez les vidéos que je fais depuis un petit moment, Austin Theory, c'est vraiment l'un des catcheurs que je suis depuis le plus longtemps. Gros potentiel, ce jeune catcheur de 22 ans qui a malheureusement perdu contre Aleister Black, assez logique. Il a très bien vendu le Black Mass à la finish de Aleister Black, donc voilà, c'est une bonne performance de sa part. C'est vrai que je remarque de plus en plus depuis qu'il est dans le main roster, c'est-à-dire depuis 2 semaines désormais, voilà, c'est clairement un rookie, comme on dit, un novice, donc il a encore des choses à rendre mieux. En tout cas à l'écran, mais ça va arriver, j'en suis sûr et certain. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, quand même, ça fait depuis très récemment qu'il est du côté de WWE, donc forcément il n'a pas eu le temps de s'entraîner plus que ça au Performance Center ou à NXT, parce qu'il n'a pas fait grand chose à NXT. À part un très bon match contre Tyler Breeze d'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Mais voilà, Austin Theory, c'est un très gros potentiel qui va grimper les échelons ces prochaines années, qui va, je pense, quasiment sûr, même si je l'ai dit pour beaucoup de catcheurs qui ont été renvoyés après, devenir champion du monde, je pense, dans quelques années, il va être un très bon catcheur. Dans les Money in the Bank match qualification, on a eu également Apollo Crews qui a battu logiquement MVP. Apollo Crews, étonnant de le revoir catcher assez régulièrement, voilà, depuis le début du confinement et des shows à huis clos. Voilà, c'est un catcheur qui se fait voir sans doute en backstage, dans les vestiaires, et qui est présent, donc du coup on mise un petit peu sur lui, c'est très agréable de le voir. Et voilà, il a battu de manière très logique un MVP qui avait pris sa retraite il y a 3 semaines et qui est revenu quand même maintenant. Donc voilà, MVP va sans doute faire des allers-retours du côté de WWE juste pour déjà toucher un chèque, et ça en période de confinement c'est toujours pas mal. Mais également mettre des nouveaux talents en avant, et ça c'est toujours très agréable. Et on a eu également un très bon match que j'ai beaucoup apprécié, même si je suis un petit peu déçu de la finalité. C'est Rey Mysterio qui a battu Buddy Murphy, voilà, avec son 619, pour du coup se qualifier lui également dans le Money in the Bank match. Donc Rey Mysterio dans le Money in the Bank, je sais pas si c'est la première fois qu'il est dans le Money in the Bank, mais en tout cas c'est très étrange de le voir dans ce genre de match, parce que voilà, le ladder match il en a pas fait non plus 10 000. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, sachant que voilà, si vous écoutez les vidéos depuis très longtemps, dès qu'il y a un Australien, je suis pour l'Australien, donc forcément je suis pour Buddy Murphy, qui est pour moi un talent énormissime du côté de WWE. Donc il perd, certes c'est pas non plus une énorme défaite pour lui, il perd contre Mysterio, c'est pas non plus n'importe qui, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir dans le Money in the Bank ladder match, parce que je pense qu'il aurait pu faire une prestation vraiment très bonne, et surtout je pense qu'il aurait pu se montrer aux yeux du monde comme étant un futur grand talent de la WWE et du roster de Monday Night Raw. Chose étonnante d'ailleurs, c'est que Buddy Murphy fait son petit retour officiel depuis avant WrestleMania, du côté de la télévision. Mais il est plus avec Seth Rollins, donc il a toujours la tenue de sbire de Seth Rollins, mais il l'accompagne plus, il est plus avec lui, donc voilà, je pense que le clan est quand même encore existant, mais qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont plus vraiment ensemble, donc je sais pas du tout quel va être l'avenir pour ce clan de Seth Rollins, même si j'aimerais bien voir un vrai clan autour de Seth Rollins, et pourquoi pas qu'il joue encore plus sur ce côté Messi avec l'aspect un petit peu religieux de la chose, ça pourrait être très sympa. Voilà, aussi du côté des femmes, on a eu Bianca Belair qui a fait son premier match officiel en 1 contre 1 contre Santana Garrett. Santana Garrett, l'héroïne
qui n'est pas très douée sur un ring, il faut bien l'avouer. Voilà, elle s'est fait squasher, concrètement, par Bianca Belair, pour la mettre en avant. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il y a eu également un autre match assez rapide du côté de la division féminine. C'est Charlotte Flair qui a battu Kayden Carter avec son figure 8. Donc voilà, Charlotte Flair qui continue à être dominante et qui malheureusement pour moi continue à être du côté de Monday Night Raw. Voilà, championne de NXT mais elle est présente à Monday Night Raw, moi ça m'enquiquine beaucoup. J'aimerais que Charlotte Flair, et d'ailleurs j'aimerais que les catcheurs qui ont un titre concernant un show soient dans le show, ou en tout cas que dans le show, et là c'est pas du tout le cas. La chose qui m'a fait un petit peu plaisir avec ce match, c'est Kayden Carter qui, j'ai bien apprécié ses débuts il y a quelques temps. Il me semble qu'elle a participé au Mae Young Classic numéro 2 et elle a été signée ensuite, mais c'est une catcheuse qui a un style déjà qui se démarque de la plupart des autres catcheuses, et sur ce match j'ai apprécié ce qu'elle a fait. Jusque là je la trouvais assez novice, assez green comme on dit. Voilà, je la trouvais pas suffisamment fluide, pas suffisamment intense dans ses coups, et là j'ai vraiment bien apprécié sa prestation dans ce que j'ai vu. Donc voilà, on a eu également un très bon match, en tout cas moi je trouve que c'est un très bon match entre Liv Morgan et Ruby Riott. Quand je dis un très bon match, c'est pour leur niveau, hein, bien sûr, je ne dis pas que c'est un match 5 étoiles, mais c'est clairement un bon match qui fait gagner Liv Morgan, donc qui s'impose encore une fois comme une potentielle catcheuse de renom du côté de la division féminine de WWE Monday Night Raw, et qui bat du coup Ruby Riott qui était son ancienne leader, je sais pas trop, du clan Riot Squad. Donc voilà, c'est quand même une victoire à noter, c'est super sympathique, avec un Flight Nightmare. D'ailleurs j'ai bien aimé cette finisher, je la trouve très cool, et moi j'aimerais bien qu'elle garde cette finisher, pourquoi pas pour la modifier, pour pouvoir la porter un petit peu près comme elle veut n'importe où. Ça pourrait être très cool, j'adore les finishes où on peut les placer de n'importe où, ça c'est très cool. On a eu également ce qui a fait un petit peu de débat sur les réseaux sociaux, à juste titre d'ailleurs, c'est Nia Jax qui a battu Kairi Sane, et elle a d'ailleurs failli la tuer. Voilà, Nia Jax toujours aussi safe sur un ring, qui a porté un chokeslam avec les deux mains directement sur le poteau, enfin dans le coin du ring. Et vu qu'elle sait pas mesurer sa force et qu'elle sait pas mesurer apparemment la taille du ring, donc elle l'a jeté trop tôt, donc Kairi Sane est tombée sur la première corde et elle a failli se faire un coup du lapin. Ça va être très horrible, très horrible de voir ça sur un show de catch, et ça confirme que Nia Jax n'est définitivement pas une bonne catcheuse. Voilà, elle a fait son retour il y a 2 semaines. Elle a d'ailleurs encore changé de finisher, hein, parce que le match retour, elle avait porté un DDT comme Paige le faisait, et puis dès la semaine suivante, elle a porté son Samoan Drop, et donc du coup là, elle a porté son Samoan Drop pour remporter la victoire. Et malheureusement, Nia Jax c'est pas une bonne catcheuse, et elle est très dangereuse. Donc voilà, les seules fois où on parle de Nia Jax, c'est quand elle fait du mal à ses adversaires et que c'est pas fait exprès. Donc faut au bout d'un moment se poser des questions. Malheureusement, je pense que vu qu'elle est dans les petits papiers suite au fait qu'elle est la cousine de The Rock, peut-être qu'elle va ne jamais être blâmée pour ça, et ça c'est très dommage. Elle a essayé de jouer sur ça, ensuite sur les réseaux sociaux, en disant que c'était Ronda Rousey la prochaine qu'elle allait faire ça. Je sais pas pourquoi elle veut parler de Ronda Rousey, parce que clairement, actuellement on s'en fiche un petit peu. Mais j'ai trouvé ça très bateau et pas très bien fait, de justifier le fait qu'on blesse quelqu'un involontairement, en disant que non, c'est fait exprès, que je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment pas malin de sa part. C'est dans ces moments-là où on se dit que les réseaux sociaux c'est vraiment pas fait pour tout le monde, hein, en tout cas. Mais voilà, Nia Jax qui remporte la victoire, qui se positionne comme une challengeuse importante pour Becky Lynch bientôt, peut-être quand Becky Lynch sera présente, parce qu'elle n'a pas été présente durant ce show. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de mettre Nia Jax en avant comme ça. Personnellement, j'aurais vraiment préféré la voir du côté de WWE SmackDown, et en challengeuse importante contre Bayley, et pourquoi pas même rajouter un petit peu plus d'histoire autour de cette rivalité entre Sasha Banks et Bayley qui se met en place petit à petit, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Mais en tout cas, voilà, Nia Jax, moi à Raw, j'apprécie pas du tout. Voilà, c'est déjà un flop, ça fait que 3 semaines qu'elle est de retour, après un an d'absence, mais c'est pour moi déjà un flop. Et j'aurais préféré vraiment la voir dans la dynamique de SmackDown, où pour le coup, Tamina, ça on voit clairement pas du rêve, mais j'aurais préféré voir Nia Jax dans la position de Tamina actuellement, et qu'on se concentre du côté de Raw sur d'autres femmes qui, pour le coup, en valent le coup. Voilà.
Et voilà, il y a eu également un match assez rapide entre Shayna Baszler et Indy Hartwell. Indy Hartwell qui est une catcheuse que je ne connaissais pas, qui apparemment a signé au Performance Center il y a déjà quelques temps, que je trouve assez charismatique, mais pour le coup c'est pas vraiment l'objectif du match parce que c'est tout simplement le match qui s'arrête comme celui de la semaine dernière contre Sarah Logan et Ripperel, qui s'arrête suite à un coup de Shayna Baszler directement dans le bras, qui retourne le bras d'Indy Hartwell, donc du coup l'arbitre décide d'arrêter le match. Donc du coup voilà, pour le coup ça a été très bien fait parce qu'on a dit directement que Shayna Baszler avait remporté le match par une sorte de KO, alors que quand elle avait fait contre Sarah Logan, apparemment il s'était pas très bien compris, donc du coup l'annonceuse ou l'annonceur je sais plus, avait annoncé que c'était Sarah Logan qui avait remporté ce match alors que c'était un match pour se qualifier pour le Money in the Bank, donc ça n'a aucun sens. Mais voilà, pour le coup ça a été bien fait cette semaine, hormis le fait que Indy Hartwell voulait pas se faire blesser le bras, donc du coup elle, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, elle pré-shot le coup de pied, donc du coup elle avait déjà le bras retourné avant même que le pied arrive sur elle. Voilà, bah après bon, c'est des petits défauts qu'on remarque rapidement et sur lesquels on s'attarde pas, mais moi ça m'embête toujours de voir ce genre d'imperfection, on va dire, dans des moves qui sont censés être très importants dans l'histoire. On a eu également un très bon match entre Cedric Alexander et Ricochet, qui font désormais équipe tous les deux. Je préfère avoir Apollo Crews avec Ricochet, je vous avoue, et Cedric Alexander du côté de la AEW. Voilà, c'est mon avis personnel. Et qui ont affronté et battu Brandon Vink et Shane Taylor, donc la nouvelle équipe australienne. Voilà, j'aime les Australiens comme je l'ai dit, mais clairement c'est pas le moment pour eux. D'ailleurs c'est aussi le gros défaut que je ferai, hein. On a Brandon Vink et Shane Thorne pardon, qui sont des catcheurs de NXT, qui sont du coup à Monday Night Raw et qui sont squashés en plus à Monday Night Raw. Voilà, j'aime pas du tout ce genre de truc. Mais comme je l'ai dit durant le dernier podcast, Brandon Vink, je vous invite vraiment à voir ce qu'il avait fait avant d'être signé à WWE, parce que c'est vraiment un très très bon catcheur, et en plus il a un gabarit très très imposant, et je pense que cette équipe avec Shane Thorne, si elle est bien gérée, si ils arrivent vraiment à trouver une cohésion entre les deux, ça peut être vraiment une équipe très très dangereuse du côté d'NXT, qui peut vraiment être construite comme une équipe importante, et ça pourrait également refaire partir Shane Thorne dans une dynamique par équipe. Malheureusement pour lui, son coéquipier, son ex-coéquipier est reparti du côté du Japon. Mais voilà, Shane Thorne, ça pourrait vraiment être très très cool qu'il se retrouve un nouveau coéquipier. En plus avec un physique autant différent l'un que l'autre, ça pourrait vraiment les compléter, ça pourrait être très très cool pour lui. On a eu également le segment de Bobby Lashley qui retourne des pneus. Voilà. Et Lana qui arrive et qui lui dit « Waouh, tu es tellement musclé » et qui lui... voilà, qui lui caresse le torse transpirant. Est-ce qu'on a un commentaire à faire sur ça? Dégueulasse. Merci. Voilà, on a eu, grosso merdo, c'était à peu près tout ce qu'on a eu. On a eu également Andrade qui a battu Akira Tozawa, pas grand chose de notable, hormis le fait que Akira Tozawa a remporté le match la semaine d'avant pour le tournoi intérimaire du titre Cruiserweight, si je le dis bien, le titre poids léger. Le champion intérimaire, ouais bref, vous avez compris. Et voilà, et le main event, c'est tout simplement Drew McIntyre qui a battu Angel Garza avec son Claymore Kick et qui d'ailleurs lui a ouvert entre les deux sourcils. Malheureusement pour lui, Angel Garza, le beau gosse, qui se fait ouvrir directement sur le visage. C'est vraiment malheureux. Le beau gosse n'est plus beau gosse durant quelques temps. Et ça fait toujours mal à nos cœurs. Surtout à l'arcade, comme dirait Megan qui est juste ici. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Est-ce que tu peux dire coucou plus fort pour les téléspectateurs? Coucou. Voilà. Coucou. Merci Mijirashi. On passe au show suivant, qui était le show un petit peu spécial du côté d'Impact Wrestling. Quand je dis un petit peu spécial, j'ai l'impression que je suis un youtubeur à 10 millions d'abonnés. Voilà, donc le show un petit peu spécial du côté d'Impact parce que c'était le pay-per-view qui était censé se passer le week-end dernier, qui a été coupé en deux et mis en show hebdomadaire, donc en show télévisé, donc gratuitement pour notre plus grand plaisir. Bien sûr, derrière ça, il se cache tout simplement le fait que tous les shows jusqu'ici présents à Impact Wrestling étaient préenregistrés depuis début mars, donc ils avaient pu avoir un public et pu être diffusés à la télé. Et Impact Rebellion était censé être le premier show en dehors de ces enregistrements, donc forcément on n'a plus de public, on n'a plus trop droit de se déplacer, et surtout on peut plus enregistrer de shows hebdomadaires comme on veut, donc du coup on en profite du côté d'Impact, move très très intelligent, où on place Rebellion en tant que show weekly un petit peu spécial.
Et du coup, ils ont fait la première nuit de cette semaine, tout simplement. C'était le 21 avril, première nuit de Rebellion, avec un show qui m'a beaucoup mitigé, je vous avoue. Et on en parle tout de suite, c'est le premier match qui était un 3 contre 3. Donc on avait Tommy Dreamer et Rhino avec un partenaire mystère qu'on a su juste durant le show, qui affrontait OVE. OVE, Dave Christ, Jake Christ, les deux frères, et accompagné désormais de Matt Fulton, qui est le nouveau leader par intérim, on va dire, du clan OVE. Et le partenaire mystère de Tommy Dreamer et Rhino, je m'attendais à voir un Sabu et j'aurais été vraiment très déçu. Mais on a eu le retour de Crazy Steve du côté d'Impact. Crazy Steve, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était le partenaire d'Abyss dans cette équipe qui était managée par Rosemary, qui était d'ailleurs une très très bonne équipe. Crazy Steve qui était parti du côté d'Impact pour la petite anecdote. Parce qu'il allait se faire signer du côté de WWE Performance Center NXT. Puis finalement ça n'a pas été le cas. Donc du coup il est juste parti pour aller en indépendant. Et finalement il aime l'argent comme tout le monde, j'ai envie de dire, pour survivre au moins. Donc du coup il retourne du côté d'Impact. Peut-être que c'est un one shot, mais je pense clairement pas. Je pense qu'il va continuer à être régulier du côté d'Impact. Je pense qu'il va apporter ce petit côté un petit peu mystique, un petit peu dangereux, fou. Du côté d'Impact et surtout des hommes, parce que jusque là c'était Su Yung qui portait je sais pas comment dire, c'est pas du comédie mais c'est vraiment du dark universe on va dire, mais là je pense que Crazy Steve va pouvoir apporter ce côté-là du côté des hommes. On a malheureusement pour ma part une victoire de Tommy Dreamer, Rhino et Crazy Steve. Heureusement pour Crazy Steve, il gagne durant son retour, c'est sympa. Mais moi j'ai clairement pas aimé ce match. Voilà, OVE pour moi c'est une équipe et un clan beaucoup trop sous-estimés du côté d'Impact. Ils ont été mis en avant durant un bon moment. Pas comme moi j'aurais aimé. En tout cas depuis que LAX sont partis du côté d'Impact. Mais d'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir cette rivalité autour de OVE et de LAX parce que c'était vraiment une rivalité incroyable. D'ailleurs ils ont même fait un match qui n'a pas pu être diffusé à la télé américaine parce qu'il était considéré comme trop violent, et à juste titre parce qu'on approche quand même des gens directement avec des bâtons directement dans le crâne. Et ça c'est violent quand même, donc voilà. Mais il est disponible sur la chaîne YouTube si jamais vous voulez aller chercher. Mais voilà, c'est une victoire de Tommy Dreamer, Rhino et Crazy Steve avec un gore de Rhino directement sur Dave Christ, porté sans grande intensité, comme à peu près tout le match. Voilà. On a eu également un match qui m'a un petit peu plus plu, c'est les Rascals, Trey et Zach qui ont affronté XXL, donc AC Romero et Larry D, que je ne connaissais pas, c'était la première fois que je le voyais. Et également une dernière équipe, la troisième, c'est TJB et Falaba, qui eux sont une équipe plutôt régulière désormais du côté d'Impact, qui se sont formés depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'est une victoire des Rascals. Étonnamment, je pensais que ça allait être TJB et Falaba qui allaient remporter la victoire pour continuer à être des challengers importants pour les titres par équipe. Mais ce n'est pas le cas, donc je suis étonné, plutôt content, parce que j'adore les Rascals. C'est une équipe dynamique, de poids légers qui voltige, je sais pas ce que je dis, qui vole vite de partout, je vais le dire ce mode. Donc voilà, j'aime beaucoup cette équipe. Et XXL, ça m'a pas plus emballé que ça. Pour moi, AC Romero et Larry D, voilà, je suis pas du tout emballé par cette équipe, je vous avoue. Mais voilà, ils tentent des choses. Donc voilà, on a également eu des nouvelles de The North qui indiquent qu'ils sont au Canada, parce que voilà, les frontières sont fermées désormais. Donc les champions par équipe sont bloqués au Canada, donc ils vont pas pouvoir être présents. Voilà, je sais pas du tout comment va être réglée la situation, sachant aussi que j'en parlerai un petit peu plus tard, mais la championne du monde est également bloquée dans un autre état, donc elle va pas pouvoir être présente. On a eu un match qui m'a bien plu et qui m'a très très étonné, c'est Willie Mack et Ace Austin qui sont affrontés pour le titre X Division de Impact. Match qui était très très sympathique, je vous invite vraiment à aller voir, pour moi c'était vraiment le meilleur match de la soirée. Et qui s'est étonnamment fini avec la victoire de Willie Mack sur Ace Austin, du coup qui devient le nouveau champion X-Division. Voilà, moi qui adore Ace Austin, je suis clairement dégoûté de cette victoire, de cette prise de titre de Willie Mack. Mais je suis plutôt satisfait de ce match parce qu'il était assez bon.
Et surtout, de la fin du match qui m'a clairement étonné, en fait, on voit Willie Mack qui porte un stoner depuis la 3ème corde, donc Ace Austin qui vend magnifiquement bien, pardon. J'adore quand les catcheurs survendent les moves, donc là du coup on a Ace Austin qui se jette clairement depuis la 3ème corde directement sur le ring et qui vont comme s'il venait de se prendre une balle. Et suite à ça, Willie Mack a juste à enchaîner avec son Frog Splash pour devenir le nouveau champion X Division. Et voilà, je suis très très étonné, mais ça m'a vraiment plu ce match. Donc même si Ace Austin a perdu son titre, j'espère qu'il ira d'ailleurs plus loin après dans le tableau. Et d'ailleurs, voilà, toute la rivalité autour de Willie Mack et Ace Austin ne m'a pas du tout plu. Et voilà, je l'ai dit déjà dans mes critiques précédentes, mais j'ai trouvé vraiment très très mal amené. Et je suis plutôt étonné même que Willie Mack remporte le match et remporte le titre dès le premier match entre les deux. Donc voilà, c'est une prise de risque de la part d'Impact. J'espère qu'ils vont réussir à faire rebondir Ace Austin suite à ça, pour pas qu'il stagne ou pas qu'il tombe encore plus bas dans la carte. Mais voilà, c'est un match que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a eu un match que j'ai plutôt bien apprécié aussi, même si c'était pas non plus du grand standing. C'était Kylie Ray qui faisait ses débuts contre Kiera Hogan. C'était un match plutôt sympathique. Kiera Hogan, la heel, contre Kylie Ray, la babyface ultime. Et c'était un très très bon match et qui s'est terminé avec un STF de la part de Kylie Ray qui fait abandonner Kiera Hogan. Voilà, je suis plutôt satisfait de ce match. Kylie Ray, c'est vraiment pour moi la future top babyface de la compagnie, parce qu'elle a clairement le profil pour. Hein. Elle a tout pour que les gens se rallient derrière elle. Malheureusement, le fait qu'il n'y a personne dans le public, ça c'est plus difficile pour elle, j'imagine. Mais en tout cas, c'est une bonne victoire de sa part, qui réussit à la présenter comme une catcheuse quand même dangereuse dans la division, et que c'est pas juste la gentille. Et voilà, en plus elle finit ce combat avec un STF, donc avec une soumission. Pour le coup, je trouve ça très très cool. On a eu un match qui peut-être que vous allez me taper sur les doigts, mais qui ne m'a pas du tout plu. C'est le main event entre Ken Shamrock et Sami Callihan. Sami Callihan qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs actuellement nord-américains. Et malheureusement il a perdu ce match dans un affrontement qui était clairement, voilà, on partait sur du Cinematic Universe, comme on le fait du côté de toutes les promotions désormais. On se permet un petit peu plus de choses. Donc voilà, on filme des choses à l'extérieur, on monte un petit peu ça pour rendre ça un petit peu cool. Et après un match que j'ai trouvé assez bof, je dois vous avouer, on a eu Ovi qui est intervenu pour aider Sami Callihan. Logiquement, ils veulent que leur leader revienne. Et du coup, ils ont attaqué Ken Shamrock et à ce moment-là, Callihan a attaqué ses anciens coéquipiers, il les a tous défoncés et suite à ça il s'est fait prendre après par Ken Shamrock dans le ankle lock et vu que Sami Callihan refusait d'abandonner, il est tombé dans les pommes tout simplement. Voilà, donc le match se termine avec un arrêt de l'arbitre et Ken Shamrock remporte cette victoire contre Sami Callihan après que celui-ci se soit évanoui alors qu'on lui brisait la cheville. Voilà, donc déjà j'ai eu du mal avec le fait que quelqu'un tombe dans les pommes après qu'on lui brise la cheville. Je comprends un petit peu le principe que le mec, voilà, il était à bout de souffle, il s'évanouit. Mais je trouve que les deux n'ont pas de sens en fait. Entre l'évanouissement et la cheville, je n'arrive pas vraiment à comprendre la chose. Surtout que dans l'affrontement, on se concentre pas trop non plus sur le fait qu'il soit fatigué, le fait qu'il soit un petit peu KO ou quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça pas très très bien fait. Le fait que Ovi intervienne et que Sami Callihan les frappe tout simplement. En voyant, quand j'étais en train de regarder le match, j'ai compris directement qu'il allait se passer ça, mais je trouve pas ça intelligent en fait. Voilà, j'arrive pas à trouver ça pertinent dans le programme qui essaie d'instaurer entre Sami Callihan qui revient et qui se sépare d'Ovi. J'arrive vraiment pas à trouver ça pertinent, donc voilà, on va voir de quoi l'avenir sera fait. Mais pour l'instant, je reste très très perplexe sur ce programme autour de Sami Callihan et surtout sa défaite contre Ken Shamrock, qui pour moi n'est pas du tout un catcheur fort, sachant qu'il a même perdu contre Moose lors de... Je sais plus si c'était à Bound for Glory ou si c'était à Hard to Kill. Et en tout cas, voilà, il avait perdu son match contre Moose alors que c'était son retour. Et là, du coup, il bat Sami Callihan. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je suis plutôt très déçu. Même si ce show, cette première nuit du show Rebellion
m'a globalement assez satisfait, surtout pour le match autour du titre X-Division et le match féminin. Le reste, je trouve ça assez sympathique. Les Rascals qui remportent la victoire, ça m'a étonné, ça m'a assez plu. L'opener pour moi, voilà, c'est clairement un match inutile, hein. C'est un match de kick-off de WWE. Et le main event, j'ai compris la prise de risque qu'ils ont essayé de faire et l'histoire qu'ils ont essayé de nous raconter, mais je trouve pas ça pertinent et je trouve pas que ça aide les personnages qui sont présents dans ce main event. Voilà. On passe à la guerre du mercredi soir avec WWE NXT du 22 avril. On a continué le tournoi pour déterminer le champion par intérim poids léger. On a eu du coup 2 matchs, il me semble, 3 matchs, pardon, excusez-moi, 3 matchs. On a eu Drake Maverick qui le fraîchement envoyé, je sais pas si ça se dit, mais le fraîchement envoyé qui est de retour dans le programme WWE alors qu'il est toujours envoyé, je le rappelle. Ça c'est beau, ça c'est comme ça qu'on aime les États-Unis. Tu te fais virer et une semaine après, tu es en direct à la télé pour essayer de conserver ta place dans la compagnie en essayant de fournir le meilleur match possible. Malheureusement pour lui, il a perdu contre Jake Atlas. Jake Atlas, le nouveau signé du côté de WWE. Donc voilà, on a un fraîchement envoyé et un nouveau signé qui s'affrontent. Et c'est du coup une victoire de Jake Atlas avec un magnifique DDT depuis la 3ème corde avec une sorte de salto, une sorte de roue qui récupère la tête de Drake Maverick en tombant et qui fait directement un DDT qui s'appelle le LGB DDT. Ça c'est très marrant, c'est un jeu de mots tout simplement avec le fait LGBT, parce que Jake Atlas est un catcheur gay. Voilà, même si actuellement ils n'ont pas du tout précisé du côté de NXT, même lors de ses promos il ne l'a pas du tout mentionné. Je sais pas si c'est clairement voulu de la part de WWE qui veulent peut-être éviter le sujet. Je sais pas pourquoi ils voudraient éviter le sujet, sachant qu'ils ont déjà Sonya Deville qui représente la communauté gay. Et il y a eu d'ailleurs précédemment Darren Young qui lui aussi était gay et ils l'ont affirmé du côté de la télé. Maintenant que c'est plutôt bien vu du côté du grand public, autant le mentionner pour faire un maximum d'argent. Mais là pas du tout, ils l'ont pas du tout mentionné pour Jake Atlas, donc voilà, je sais pas s'ils vont le mentionner peut-être dans le futur de sa carrière ou s'ils veulent pas du tout se concentrer sur ça, ce qui serait étonnant de la part de WWE. Mais pourquoi pas, c'est une prise, voilà, c'est une prise de position. Jake Atlas qui un catcheur que je connais pas trop, je dois vous avouer, j'ai vu 2-3 matchs peut-être en indépendant mais sans plus, parce que je le trouve pas très charismatique, mais sur ce match il m'a vraiment plu. Et surtout son LGB DDT, j'ai vraiment apprécié cette finish. Je trouve que c'était vraiment original pour le coup et impactant surtout. On a l'impression que Drake Maverick se fait briser la nuque clairement quand il se prend le DDT. Donc voilà, c'est également une bonne prestation de Drake Maverick qui prouve malheureusement pour lui, une fois qu'il est viré, que c'est un catcheur aussi. Voilà, il n'a pas fait beaucoup de matchs du côté de WWE, mais c'est clairement un catcheur aussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller taper sur YouTube Rockstar Spud et voir ce qu'il a fait du côté d'Impact ou pourquoi pas même du côté de l'Angleterre, parce que c'est vraiment un catcheur plutôt doué. On a eu le deuxième match pour le tournoi intérimaire poids léger. C'est Kushida qui a affronté et battu logiquement Tony Nese. Kushida qui a fait abandonner avec son overboard lock. Donc voilà, c'est une sorte de Kimura lock, voilà, où il retourne le bras de l'adversaire dans le dos. Et du coup Tony Nese est obligé d'abandonner. Voilà, Tony Nese, est-ce qu'il va vraiment avoir des victoires dans ce tournoi? Je pense pas, il est clairement là pour mettre les autres en avant. Malheureusement pour lui, alors qu'il y a un an, il sortait de WrestleMania en tant que champion Cruiserweight justement. Donc malheureusement pour lui, c'est la descente aux enfers pour ce catcheur qui est certes, pour ma part en tout cas, je le trouve très charismatique et surtout affûté physiquement comme à peu près personne. Mais voilà, il semble plus être la priorité. D'ailleurs, il semble jamais avoir été la priorité du côté WWE. Donc voilà, malheureusement pour lui. On a eu le dernier match de cette soirée pour le tournoi intérimaire pour léger. C'est le nouveau arrivé, son premier match du côté de WWE, c'est El Hijo del Fantasma, qui a battu Jack Gallagher, Gentleman Jack Gallagher, avec un magnifique Samoan Driver. Donc voilà, El Hijo del Fantasma, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai connu du côté de la Lucha Underground. Je pense que ça va faire plaisir au tonton Chris de Catch Up, parce qu'on en a parlé d'ailleurs dans cette magnifique interview que j'ai faite avec lui qui est disponible sur la chaîne de Catch Up. Mais la Lucha Underground, c'était vraiment un magnifique vivier de talent.
Et El Héros del Fantasma faisait partie de cette promotion, de ce show télé, on pourrait dire, sous le nom de King Cuerno, et vraiment il était incroyable, vraiment il était phénoménal. Et comme je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, quand j'ai appris qu'il allait avoir les débuts de El Héros del Fantasma, c'est, je l'ai dit, c'est Suicide Dive. Le mec fait des Suicide Dive comme j'ai rarement vu des gens faire des aussi beaux Suicide Dive. Il l'a prouvé durant ce match. En fait, le mec, c'est une flèche. Voilà, c'est clairement comme si quelqu'un décochait une flèche entre les cordes et qui arrivait directement sur sa cible. Voilà, il prend un élan incroyable, il va tellement loin et il touche directement en pleine tête. C'est phénoménal. Je pense que personne dans le business fait des suicide dive comme lui, hormis peut-être Rey Fenix. Mais voilà, c'est vraiment un catcheur incroyable. J'ai un petit peu de mal avec sa nouvelle tenue. Après ça c'est un aspect qui veut sans doute rien dire pour vous, mais moi c'est très important la tenue pour un catcheur. Et du coup voilà, j'ai un petit peu plus de mal sur sa tenue, tout simplement parce que je me suis habitué à l'ancienne tenue à l'époque de King Cuerno, de ce qu'il a fait à la AAA. Mais je pense que je vais m'y habituer assez vite, donc voilà, c'est un reproche que je fais vraiment pour faire un reproche à ce match, parce qu'il n'y en a clairement pas, c'est un très très bon match. Voilà, Jack Gallagher qui fait un très très bon travail, et qui est d'ailleurs pour moi un des catcheurs les plus sous-estimés de la division poids léger de la WWE. On a eu également la non-présence de Finn Balor durant ce show, alors qu'il avait confronté la semaine dernière Velveteen Dream pour un match. Voilà, on s'est reconcentré autour du match, enfin autour de la rivalité entre Adam Cole et Velveteen Dream cette semaine. On a eu en main event un Velveteen Dream qui devait faire équipe avec Keith Lee pour affronter Roderick Strong et Adam Cole. Pour rappel, Kyle O'Reilly est bloqué chez lui, il est confiné parce qu'il est diabétique. Voilà, donc il va pas pouvoir être présent durant les prochains tapings et durant toute cette situation de coronavirus. Du coup, on tourne avec une dispute d'era à 3, donc Roderick Strong, Adam Cole et Bobby Fish. Et du coup le main event devait être Velveteen Dream et Keith Lee contre Roderick Strong et Adam Cole. Et tout simplement, très rapidement, il y a Damian Priest qui se positionne comme le challenger assez important pour le titre nord-américain, qui est venu attaquer dans le dos de l'arbitre Keith Lee en lui foutant sa matraque directement dans la gorge. Donc du coup Keith Lee est en train de s'étouffer. Et finalement du coup ça a été un match handicap entre Adam Cole et Roderick Strong qui ont affronté Velveteen Dream tout seul. Et très rapidement, on a eu un catcheur qui est venu remplacer Keith Lee au pied levé et accompagner Velveteen Dream dans ce match, c'est Dexter Lumis. Voilà, c'est chose étonnante. La semaine dernière, Dexter Lumis avait fait un match simple qu'il avait remporté très facilement, et ensuite il était apparu sur l'écran géant durant le match entre Matt Riddle et Timothy Thatcher et les Undisputed Era. Et donc du coup là Dexter Lumis est apparu pour venir aider Velveteen Dream, et les deux ont fait équipe et ont réussi à remporter le match. Donc c'est pas rien non plus. Même si Adam Cole et Roderick Strong sont clairement pas l'équipe de Undisputed Era, ils ont jamais catché en équipe et voilà. Mais Dexter Lumis c'est une grosse surprise qui mise sur lui et qui soit dans un main event. Et je trouve d'ailleurs l'équipe entre Velveteen Dream et Dexter Lumis plutôt stylée. Voilà, c'est vraiment des personnages qui sont opposés, mais totalement opposés. On a Velveteen Dream qui est un mec d'1m96, noir, très grand, très affûté physiquement, avec un personnage un petit peu androgyne, très plaisant. Et on a Dexter Lumis qui est un personnage de psychopathe, voilà, à la Dexter. Donc c'est très étonnant de les voir en équipe, mais c'est très cool. J'adore les équipes qui ont l'air improbables comme ça. Et pourtant sur la ring, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine alchimie, une certaine osmose entre les deux. Donc à voir, j'espère que ça va continuer dans ces prochaines semaines, que Dexter Lumis va servir un petit peu, pourquoi pas, de second, de bras droit avec Velveteen Dream dans cette guerre contre Undisputed Era, ça pourrait être très cool. Mais voilà, c'est étonnant. Et je m'arrête aussi très rapidement sur le côté féminin de la soirée, parce qu'on a toujours un côté féminin. Dans l'opener du show, on a eu Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui ont battu Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Victoire pour moi logique et importante de la part de Raquel Gonzalez et de Dakota Kai qui prouvent qu'ils sont un très bon duo qui réussissent à battre Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est Raquel Gonzalez qui commence à être crédible enfin, et surtout leur duo qui commence à fonctionner. Et moi il me rappelle de plus en plus le duo entre Shawn Michaels et Diesel à l'époque au milieu des années 90 du côté de WWF. Donc voilà, c'est une dynamique avec une sorte de poids léger, on pourrait dire. À l'époque Shawn Michaels était plutôt un poids léger, et un grand catcheur, une grande catcheuse derrière qui sert un petit peu de sécurité.
Et j'adore cette dynamique de toute façon dans le monde du catch. Et là c'est très très bien foutu et j'espère qu'ils vont continuer à être mis en avant durant tout NXT. Voilà, pour créer quelque chose, je sais pas du tout ce qu'ils pourraient créer. Peut-être que... non, j'allais dire peut-être que Dakota Kai va remporter le Money in the Bank, mais pas du tout, elle fait pas partie du Money in the Bank, donc ça n'a aucun sens ce que je dis. Voilà, on a eu également Mia Yim qui a battu Jessica Kamea. Kakamea. Vous avez compris la blague? Parce qu'en fait, je fais une petite anecdote, c'est Mia Yim qui a remporté la victoire, très très logique. D'ailleurs, il y a Charlotte Flair qui est venue juste après le match pour un petit peu la confronter. Alors que je rappelle que la challengeuse numéro 1 pour le titre NXT, c'est Io Shirai et pas Mia Yim. Donc plutôt étonnant. Mais je vais parler de Jessica Kamea très rapidement, tout simplement parce que c'était une catcheuse qui a changé de nom. Il y avait une sorte de journée, pas une journée où il y a eu des renvois, mais une journée où il y a eu des changements de nom du côté de NXT. Et du coup, Jessica Kamea, qui avait participé sous un autre nom, que je ne me rappelle plus d'ailleurs, au Mae Classic numéro 2, a changé de nom pour Jessica Kamea, et à la base elle avait un personnage un petit peu de geekette, voilà, c'était une geekette avec des lunettes et tout, qui était faussement sympathique, et du coup ils lui ont dit, bah tiens, vu que t'es une geekette, t'es forcément fan de manga, et du coup tu aimes Dragon Ball, parce que les mangas c'est Dragon Ball, donc du coup ils ont changé son nom en Jessica Kamea, donc c'est une référence au Kamehameha bien sûr, de Dragon Ball, et c'est dans ces moments-là où on se dit, et bah dis donc, les Américains ne sont pas très intelligents. Voilà. Et en parlant des femmes, on va rester sur une promo qu'on a eue autour de Johnny Gargano et de Candice LeRae. Candice LeRae qui a changé de couleur de cheveux, qui est désormais avec un magnifique rouge à lèvres bleu turquoise, qui a désormais les cheveux gris avec des reflets violets. Voilà, et du coup ils disent que les gentils gagnent toujours à la fin et qui sont dans une nouvelle qui sont dans une nouvelle dynamique. Du coup Johnny Gargano et Candice LeRae qui embrassent leur côté dark dans une promo que j'ai trouvé très très kitsch et qui du coup se positionne comme le couple un petit peu heel du show NXT, et ils finissent la promo en disant qu'ils vont tous les deux remporter leurs titres respectifs pour être au sommet de NXT. Donc voilà, c'est dans ce moment-là, en fait c'est durant ce segment-là où je me suis dit, ouais, c'est dommage que, que Johnny Gargano veut pas passer dans le main roster, hein, parce que là il serait temps pour lui, parce qu'il commence à vraiment tourner beaucoup trop en rond. Voilà, c'est juste ce que je me suis dit, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire de ce que vous en avez pensé sur ce segment qui, moi, m'a pas du tout plu. Contrairement à la globalité du show NXT que j'ai trouvé très très sympathique, surtout ce main event avec ce Dexter Lumis qui sort de nulle part et qui fonctionne très très bien. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, on a Keith Lee et Damien Priest, pardon, qui se positionnent vraiment comme le programme autour du titre nord-américain. Donc ça peut être très très cool. On passe du côté de la concurrence du mercredi soir, c'est AEW Dynamite, toujours à huis clos et toujours dans une arène qu'on ne connaît pas d'où c'est filmé. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On a eu, eux aussi, ils ont un tournoi, et d'ailleurs ils ont commencé le tournoi avant celui de NXT, donc qui s'est inspiré de qui? On a toujours le tournoi pour le titre TNT, Darby Allin qui a battu Sammy Guevara dans un match opener qui était très très sympathique, j'ai vraiment bien apprécié, de toute façon le combo entre les poids légers, moi c'est quelque chose qui me plaît toujours autant, donc voilà, Darby Allin et Sammy Guevara, c'est une dynamique qui fonctionne très très bien, donc vraiment très très cool. Il y a eu un bon spot où Sammy Guevara avait posé Darby Allin sur une échelle qui était posée entre le ring et la barrière de sécurité, il s'est jeté depuis la troisième corde directement dessus. C'était assez violent, surtout l'atterrissage. Mais voilà, c'est les genres de prises de risque que j'aime beaucoup et que je trouve toujours très très sympathique. C'est bien fait du côté de AEW Dynamite, donc c'est toujours sympathique. On a eu un match squash qui était entre Kenny Omega et Alan Angels. Voilà, je connais pas du tout. Chose assez étonnante, c'est que le match est terminé avec un V-trigger et pas un One-Wing Angel. Donc voilà, c'est Kenny Omega qui termine pas le match avec sa finisher. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais voilà. On a eu également un match que j'ai pas vraiment apprécié, je vous avoue, entre Orange Cassidy et Jimmy Havoc. Deuxième match officiel d'Orange Cassidy du côté de AEW. Et on remarque que quand il n'y a pas de la foule, c'est difficile. J'adore Orange Cassidy, mais ce qui fait tout son personnage en fait à AEW, c'est en grande partie grâce au public, quoi. Donc quand le public n'est pas là, et on se retrouve avec
avec un match bof quoi. Jimmy Havoc c'est clairement pour moi pas du tout un projet intéressant du côté de WWE. C'était un projet qui m'intriguait au tout début, mais force est de constater qu'ils ont vraiment rien de prévu avec lui. Voilà, et là ils l'ont maintenant associé avec Penelope Ford et Kip Sabian. Clairement, voilà, on a l'impression que c'est un truc qu'ils ont essayé de forcer pour dire le mec est encore là, il faut qu'il ait un programme, donc on le lie à tout ça autour des best friends. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce programme. Moi c'est pas intéressant, je trouve pas que ça soit forcément bien fait, et c'est un programme qui n'est pas du tout pertinent en fait quand le public n'est pas présent, malheureusement. On a eu Wardlow qui a battu très rapidement un jobber qui s'appelle Lee Johnson avec son F5 qui est plus qu'un F5 parce qu'il le balance clairement et le mec fait des tours en l'air. Voilà, pas grand chose à dire de plus. La chose que j'ai plutôt bien appréciée durant le show, c'est le nouveau membre du Dark Order qui s'appelle Preston Vance, qui est un joueur de football américain qui a un sacré physique et du coup qui rejoint Brody Lee. J'imagine que c'est encore un pied de nez au fait que Vince McMahon du côté de WWE recrute beaucoup de gens qui viennent du football américain. Voilà, donc on a encore un pied de nez. Et clairement Brody Lee se positionne comme une sorte de parodie dark de Vince McMahon et ça commence à je vais pas dire m'ennuyer, mais ça commence à tromper en fait quand Brody Lee apparaît. On sait ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai plus d'intérêt. En fait, il n'y a pas de surprise quand je le vois maintenant. Alors que clairement, quand il a rejoint l'AEW, c'était pour moi pas forcément une grande surprise parce que je m'attendais à qu'il la rejoigne, mais c'était quelque chose qui m'intéressait et ça m'intéresse déjà plus. Voilà, malheureusement. On a eu aussi un segment que je vous avoue, j'ai pas regardé plus que ça. Moi ça m'amuse pas en tout cas. C'est tout ce qui se passe autour de Chris Jericho et du Inner Circle. Donc on a eu le Bumble Bunch où ils sont tous filmés voilà, avec leur téléphone en train de danser sur des machins de TikTok, tout ça. Voilà, moi ça m'emballe pas du tout. Je trouve ça malaisant. J'arrive pas à m'impliquer dans ce programme, je comprends pas trop. Et voilà, ça doit être moi qui dois être un vieux con peut-être, parce que voilà, j'y arrive pas du tout autour de ce truc. Et voilà, Inner Circle, ça commence à me... Voilà, autant Sammy Guevara j'adore, Chris Jericho je trouve très pertinent, et les Proud and Powerful je trouve que c'est vraiment une très très bonne équipe. Autant Jack Hager il a perdu toute sa crédibilité déjà la semaine dernière dans ce match que j'ai trouvé très mauvais contre Jon Moxley. Et la cohérence en fait du groupe n'a plus aucun sens, voilà, parce que pour moi ce qui restait encore à faire c'était le Wargames qui devait avoir lieu et qui n'a du coup pas eu lieu à cause des circonstances du coronavirus. Mais voilà, maintenant ils ont plus rien à raconter en fait, j'ai l'impression qu'ils comblent les 2 heures de show qu'ils doivent faire et c'est tout. Voilà, j'arrive pas. Voilà, je suis désolé, parce que j'adore les membres du Inner Circle, mais j'arrive pas à comprendre l'histoire qu'ils essaient de nous raconter. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour combler en fait, donc ça m'intéresse pas. Et dans le main event, on a eu Dustin Rhodes, l'ancien Goldust, qui a affronté et battu Kip Sabian avec, il me semble qu'il a terminé avec un Canadian Destroyer. Assez original, peut-être que c'est une nouvelle finish de Dustin Rhodes. Mais voilà, Dustin Rhodes qui remporte cette victoire, et qui du coup ne va pas à la retraite parce que la petite chose, voilà, c'est apparemment la famille Rhodes, ils adorent se lancer des défis à eux-mêmes. Donc du coup Dustin Rhodes a dit si je bats pas Kip Sabian, je pars à la retraite. Voilà, comme Cody l'a dit, si je bats pas Chris Jericho pour le titre AEW, jamais je combats pour un titre AEW champion du monde. Voilà, il se balance des défis tout seul, donc tant mieux pour Dustin Rhodes d'avoir remporté la victoire. Comme ça il part pas à la retraite. C'est très cool, bravo à lui. Je vais faire un petit aparté du côté de SmackDown, parce qu'à l'heure où j'enregistre, SmackDown a déjà eu lieu. Voilà, SmackDown c'est comme Raw, j'en parle pratiquement jamais, mais là j'ai envie de m'attarder très rapidement sur ce show un petit peu spécial qui était le show des 25 ans de carrière de Triple H. Voilà, mais il y a... Enfin déjà, on a toujours les matchs de qualification pour le titre, pour le Money in the Bank. Donc on a Baron Corbin malheureusement qui a battu Drew Gulak. Oula, là je commence à bafouiller vraiment beaucoup. Du coup Baron Corbin a battu Drew Gulak et est qualifié pour le Money in the Bank ladder match. Voilà, il n'y a pas de blague, c'est tout. On a eu Sheamus qui a battu Daniel Vito, c'était pas pour la qualification. C'était clairement un squash match qui du coup continue à renforcer Sheamus comme un catcheur dangereux du côté de SmackDown. Ça commence un petit peu aussi à tourner en rond pour lui. Parce que clairement, voilà, Sheamus il fait exactement les mêmes choses qu'il avait fait il y a 10 ans. Voilà, donc, et quand je dis 10 ans, c'était clairement il y a 10 ans.
Parce que chez lui ça a commencé en 2009, mais voilà, en 2010 c'est ce qu'il faisait, il battait des jobbers très rapidement pour se mettre en avant, et là c'est exactement ce qu'il fait. Donc voilà, il suffit qu'il remette son ancienne musique, et là clairement on est dans un voyage dans le temps pour lui. Daniel Vito, par contre il m'a étonné, physiquement déjà, parce qu'il ressemble beaucoup à Roman Reigns. Je trouvais ça très marrant. Et voilà, je trouve qu'il est assez charismatique, même si bon c'est qu'un jobber donc on va pas le revoir, mais je trouvais assez charismatique. Voilà, on a eu également les vidéos Rédemption de Jeff Hardy, qui parle voilà, de ses problèmes qu'il a eu, problèmes d'alcool, problèmes de drogue. On parle pas du tout de ses suspensions liées aux stéroïdes qu'il avait eu en 2008. Et on parle pas également du fait qu'il est conduit en état d'ivresse il y a encore 6 mois. Voilà, parce qu'on oublie ça, parce que l'histoire de Jeff Hardy, je rappelle, c'est une rédemption, et son retour comme un homme qui n'a plus de vice s'est fait à WrestleMania 33 lors de son retour avec Matt Hardy à la WWE. Depuis il n'a rien eu, je le rappelle. Voilà, c'est l'histoire officielle de la WWE. On est très content d'écouter ce genre d'ânerie. On a eu également chez les femmes un match de qualification pour le titre, pas pour le titre, pourquoi je dis tout le temps le titre, pas du tout. Pour le match de l'échelle de Money in the Bank, on a Lacey Evans qui a battu Sasha Banks avec sa droite de la femme, qui claque toujours autant. Et suite à ce match, on a Tamina qui a foutu un super kick sur la championne, qui était Bayley, qui est Bayley toujours, et Sasha Banks qui se tenait juste à côté de Bayley, qui n'a pas réagi. Voilà, on continue un tout petit peu à alimenter cette rivalité autour de Sasha Banks et Bayley. Malheureusement pour nous, on s'en fout en fait, parce que ça fait depuis ça fait depuis quoi, 2017, 2018, je sais plus, que cette rivalité autour de Sasha Banks et Bayley tourne en rond en fait. C'est incroyable. Ils auraient dû faire ça il y a tellement longtemps. Bayley, comme je dis la semaine dernière, je sais pas pourquoi, j'apprécie toujours cette catcheuse parce qu'elle a plus rien. C'est même pas une bonne actrice, c'est pas une bonne catcheuse non plus. Elle est plus pertinente. Et ce que je me suis dit surtout, en fait, ce que je me suis dit depuis cette magnifique vidéo que j'ai fait avec le Fatal 4-Way sur nos pronostics de WrestleMania, et qu'on a parlé vite de cette Bayley, c'est que en fait Bayley, je me rends compte qu'en fait elle est devenue heel pour rien. En fait elle est devenue heel pour rien, et du coup maintenant c'est même pas une bonne heel. Ça aurait pu être une bonne face parce qu'elle a toujours très très bien marché avec le public. Suffit de voir maintenant Easy Maniac sur Twitter, qui est une jeune fan de Bayley, qui a réussi à se faire connaître malgré elle parce qu'elle était impliquée dans les shows NXT avec Bayley et Sasha Banks. Mais Bayley c'était une face assez soutenue, et elle aurait pu être face encore un bon moment, et pour que son vrai heel turn ait vraiment un réel impact, parce que là son heel turn, je trouve qu'il a pas eu d'impact, je trouve qu'il était pas si bien fait que ça. Et s'il avait été bien fait, le heel turn de Bayley aurait pu être l'un des plus gros heel turns de l'histoire de la division féminine. Mais du coup ça n'a pas été le cas, et du coup maintenant Bayley en heel n'est plus du tout pertinente, et voilà, on n'a pas envie de regarder le programme autour d'elle, et même le programme autour de Sasha Banks et Bayley m'intéresse pas, parce que c'est du trop étiré, voilà. C'est le beurre qu'on a étiré sur la tartine, et vraiment on est sur le plan de travail, quoi. On n'a plus rien à raconter. Donc voilà, ce programme autour du titre féminin ne m'intéresse pas du tout. Clairement le match entre Bayley et Tamina, je crois que je vais même pas le voir, vraiment ça ne m'intéresse pas du tout. On a eu également une confrontation autour des équipes de SmackDown, parce que la division par équipe se renouvelle un petit peu. Bien sûr, on a toujours Miz et Morrison, qui sont les champions, qui sont plus les champions. Je dis qu'ils sont les champions alors que plus ils ont perdu le titre la semaine dernière, mais vu que c'était un match simple, j'ai totalement oublié. Donc du coup, les New Day qui sont devenus les nouveaux champions par équipe la semaine dernière grâce à la victoire de Big E dans un match à 3. Voilà, sont fait confronter très rapidement en début de show par la Lucha House Party. On avait oublié leur existence, c'est Grand Metalik et Lindsay Dorado qui viennent les confronter. Très rapidement, on a également The Miz et John Morrison qui viennent aussi les confronter, parce que voilà, ils veulent un petit peu leur match revanche du côté des titres par équipe. Et on a eu une nouvelle équipe surprise, encore plus surprise de Lucha House Party, c'est les Forgotten Sons, avec un S, parce qu'ils sont plusieurs enfants, qui sont venus un petit peu foutre le chaos et attaquer les Face dans cette confrontation. Donc du coup, voilà, on a eu Steve Cutler et j'ai oublié son nom, et Wesley Blake, voilà, qui ont porté leur finisher directement sur Big E. Et juste après ça, on a eu Jackson Ricker qui a porté un incroyable powerbomb sur Kofi Kingston directement sur Big E allongé au sol. C'était assez violent.
Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et chose étonnante, c'est que les Forgotten Sons du côté d'NXT, autant les catcheurs qui sont impliqués dans ce trio, je les apprécie beaucoup parce que je suis un petit peu leur carrière depuis avant. Mais je les trouvais pas dangereux. Et là, du côté de SmackDown, depuis qu'ils sont arrivés, je les trouve vraiment dangereux en fait. Surtout lors de cette attaque, en fait, je les ai vraiment trouvés dangereux. Je me suis dit, putain, ça peut être vraiment une équipe importante dans cette division par équipe. Donc ça peut être très très cool. Et surtout que je pense qu'avec les Lucha House Party, ça peut être vraiment très très pertinent. Sachant qu'ils ont un catch très différent, les deux équipes ont un catch très différent. Et je pense que ça peut très très bien s'assimiler entre les deux, donc ça peut être très très cool. Donc du coup plus tard dans la soirée, on a eu les Lucha House Party qui ont affronté John Morrison et qui les ont battus étonnamment avec un roll-up de Grand Metalik en contrant la finish de The Miz, donc le Skull Crushing Finale. Donc voilà, c'est étonnant, Grand Metalik qui fait un tombé sur The Miz. Je sais même pas depuis combien de temps, combien de mois, combien d'années, peut-être même les Lucha House Party n'ont pas gagné un match. Mais clairement, c'était très très étonnant. Très très cool, mais très très étonnant. Parce que moi j'aime bien les Lucha House Party, je trouve que c'est des très bons catcheurs, les luchadors. On a eu aussi une promo autour de Braun Strowman et de Bray Wyatt qui s'est diffusée pour un petit peu parler de leur histoire en commun, donc depuis les débuts de Braun Strowman dans la Wyatt Family, toute l'histoire qu'ils ont eue entre les deux, c'est pertinent. Et c'est cool aussi, comme je l'ai dit d'ailleurs dans cette magnifique vidéo que vous pouvez aller voir sur comment reconstruire la WWE. Il faut jouer voilà, sur l'histoire des catcheurs pour créer réellement une intensité dans les shows. Il faut parler de ce qui s'est passé avant pour construire des réalités sur le long terme, et ça c'est très très cool ce qu'ils ont fait, donc je suis très très content. On a eu en main event, en tout cas en main event catchesque, on a eu Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont affronté et battu de manière très très logique Carmella et Dana Brooke qui faisaient équipe pour les titres féminins par équipe. Et du coup, Alexa Bliss et Nikki Cross ont sorti leur nouvelle finish, qui est une sorte de 3D, donc la finisher des Dudley Boys, avec Nikki Cross qui porte l'adversaire par les pieds, et derrière Alexa Bliss qui la récupère en sautant, en faisant un DDC en l'air. Donc je pense que clairement cette finisher peut être un petit peu plus améliorée, surtout avec le fait que Alexa Bliss ne devrait pas sauter, parce qu'elle est tellement petite que ça en est ridicule en fait. Mais c'est très très original et très très cool. Je suis super content. Il me semble pas qu'il y ait réellement de finish du côté des équipes féminines. Donc je trouve ça très très cool. Voilà, Carmella et Dana Brooke, clairement on savait qu'elles allaient perdre, donc c'est pas du tout ça qui est étonnant. Mais voilà, j'apprécie bien l'alchimie entre Alexa Bliss et Nikki Cross sur cette finisher. Donc je suis très très content. Je vais pas m'attarder sur la fin du show, qui était là pour Triple H, pour les 25 ans carrés de Triple H. On a eu Shawn Michaels qui est venu, ils ont un petit peu parlé de ce qui s'est passé durant toute la guerre, c'était cool. Mais voilà, on s'est un petit peu moqué de la situation actuelle. Shawn Michaels qui a dit on fait pas de câlin, distanciation sociale, tout ça. Et à la fin, tout simplement, il y avait Vince McMahon qui est arrivé en lui disant que certes, voilà, il faisait des trucs super cool, mais qu'il a eu également des trucs qui étaient horribles. Notamment avec en 96, je sais plus, avec le Goobledy Gooker, donc l'aigle avec son œuf là. On a eu également l'angle Katie Vick, ou quand même le Bayley This Is Your Life qui avait été présenté, qui étaient toutes des idées de Triple H et qui étaient horribles, il faut bien se l'avouer. D'ailleurs même Katie Vick, la plupart des gens j'imagine ne connaissent même pas cette histoire, mais c'était quelque chose de très glauque, je m'arrête vite fait sur ça. Où en fait c'était à l'époque, il me semble que c'était en 2003 peut-être, où Triple H était arrivé à ce moment-là avec Kane. Et tout simplement, en fait, Triple H s'est déguisé avec le masque de Kane et est allé dans le cercueil de, apparemment, l'ex-copine de Kane. Je sais plus si c'est exactement comme ça, hein. Ça fait déjà longtemps, je vous avoue. Je me rappelle plus trop l'histoire. Mais en tout cas, Triple H était arrivé nu dans le cercueil de Katie Vick pour faire ce que vous pensez. Et c'était totalement horrible, donc du coup c'est quelque chose qui n'est plus du tout mentionné du côté de WWE parce que c'était horrible. Et je suis étonné d'ailleurs qu'ils le mentionnent durant ce show. Et du coup voilà, Vince McMahon qui remet un petit peu à sa place Triple H, je trouvais ça assez marrant. Et du coup le show se termine tout simplement avec la lumière qui s'éteigne et on entend des bruits de grillons derrière pour terminer le show. Donc c'était vraiment un segment fait totalement dans l'humour. Et je trouve ça très très cool, très sympa de faire une fin de show comme ça, et c'est original. C'est certes un petit peu malaisant, mais je pense que ça s'y prête totalement, c'est vraiment voulu. Et voilà, on joue sur le réel que Triple H a fait. Et moi j'adore quand on joue sur le réel, donc je suis très très content.
Et voilà aussi le Vince McMahon qui est arrivé, j'ai trouvé ça étonnant parce que je m'attendais pas à le voir. Mais voilà, en gros c'est un segment qui m'a plutôt bien plu, même si bah, forcément quand il n'y a pas de public, j'arrive pas du tout à m'impliquer plus que ça. On termine cette vidéo qui va sans doute durer 1 heure à peu près, quelque chose comme ça. J'ai essayé d'aller assez vite sur les shows hebdomadaires. Voilà, dites-moi si vous voulez vraiment vous arrêter sur un show, vos retours, ce que vous en avez pensé de chaque show, surtout du show Rebellion d'Impact parce que c'est clairement le plus gros show cette semaine. Mais voilà, j'ai essayé de pas vraiment m'arrêter plus que ça, notamment parce que la plupart je les ai vus en vitesse rapide, en temps fort sur YouTube. Et j'ai regardé que quelques matchs qui m'intéressaient plus que ça, mais comme le dit Cody des rebuts du catch, les shows à huis clos, ça nous emballe pas, ça emballe personne, donc forcément on regarde pas ou on regarde à la va-vite. Et bien sûr je m'y prête aussi, hein, je regarde pas dans son intégralité, déjà parce que de base je ne regarde pas Raw et SmackDown dans leur intégralité, parce que c'est des shows qui durent trop longtemps. Et malheureusement WNXT et AW Dynamite, voilà, autant WNXT j'aime vraiment ce qu'ils font, donc j'essaie un petit peu plus de regarder en profondeur, autant AW Dynamite, depuis quelques semaines je n'arrive pas à m'impliquer dans le programme, donc je suis voilà, je suis en vitesse rapide, j'arrive pas du tout à m'impliquer quoi que ce soit. Et pour le coup, Impact, déjà c'est l'aspect show spécial qui était censé être un pay-per-view qui s'y prête plus, mais du coup je me suis plus attardé sur ce show-là. C'est pour ça que d'ailleurs même dans ma critique je me suis plus attardé sur ce show-là. Mais même là j'étais un petit peu mitigé. Et pour le coup par contre eux, le fait qu'il n'y ait pas de fans ne m'a pas dérangé plus que ça. Donc je vais pas faire mon gros troll en disant que c'est parce que déjà à la base il n'y a pas beaucoup de fans dans leur arène. Mais c'est vrai que les fans d'Impact sont quand même beaucoup moins bruyants que les fans de WNXT ou AW Dynamite. Et quand je parle des fans, c'est des fans actuels, hein, bien sûr, hein, je parle pas de la période Impact même jusqu'en 2016, ou même des fans TNA qui étaient très très bruyants. Maintenant depuis 1 ou 2 ans, voire peut-être même 3, les fans d'Impact dans les arènes ils sont pas très... voilà, ils parlent pas beaucoup, ils sont pas disposés à faire un maximum de bruit, make some noise, comme diraient les gens dans Scrubs. Et du coup, la dernière news qui se fait tarder dans cette vidéo podcast, c'est tout simplement, voilà, je me suis attardé, je sais que c'est pas une news très importante, parce que la plupart du temps en plus, la plupart d'entre vous même s'en fichent sans doute, mais j'avais envie de parler d'une petite news cette semaine, on n'en a pas eu des très très pertinentes, en tout cas pas des qui pour moi valaient le coup. On a eu quelques rumeurs autour de Drake Maverick qui apparemment c'est pas vrai qu'il soit fait virer. Personnellement je pense que c'est vrai, et c'est juste que Drake Maverick est quelqu'un de beaucoup trop impliqué, du coup il essaye de réellement jouer sur ça pour se faire embaucher, mais je pense clairement pas, et ce serait pour moi d'ailleurs une très très mauvaise idée que WWE les faussement renvoyés autour de ces vrais renvois. En fait pour moi ce serait horrible, et ce serait même irrespectueux de la part des gens qui sont fait vraiment renvoyer. D'ailleurs, en parlant de gens envoyés, Karl Anderson, apparemment il a déjà prévu de retourner à New Japan, et voilà, on a un petit peu des plans par-ci par-là. Et d'ailleurs en interview, Donna Purrazzo m'a assez déçu. Voilà, parce que certes tu te fais renvoyer, mais directement elle va cracher sur son employeur. C'est le genre de choses que je n'apprécie pas beaucoup. Voilà, surtout que c'est elle qui a choisi de signer NXT alors qu'elle avait le choix d'aller où elle voulait. Donc voilà. On pourra en revenir une bonne fois pour toutes sur cette news. C'est tout simplement le jeu WWE 2K21, le jeu de la franchise WWE qui est annulé. Voilà, 2K21 est annulé. Des explications qu'on a eues de la part de Vince McMahon et des officiels, c'est que à cause du coronavirus, bien sûr, on ne peut pas développer le jeu comme on voudrait. La réalité, c'est tout simplement que le jeu, le dernier, 2K20, s'est ramassé une tollée monstrueuse qui était buggée de partout. Pour la petite anecdote, je vais parler un petit peu de mon personnel, mais j'ai eu l'édition collector qu'on m'a offert avec ce magnifique tap-in ring de SmackDown en 2005, et voilà, la version collector avec tout le package, tout ça. Mais malheureusement, le jeu il est bugué de partout. Voilà. En fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai reçu le jeu, j'avais déjà vu quelques vidéos et entendu quelques critiques qui disaient que le jeu était vraiment bugué, mais je me suis dit c'est parce que le jeu n'est pas sorti officiellement, peut-être qu'ils vont sortir un patch Day One, comme c'est un petit peu l'habitude maintenant sur les jeux vidéo malheureusement. Mais je me suis dit ça va être corrigé, et en fait ça n'a pas été corrigé pendant des mois.
Donc réellement, dans l'aspect véritable de la réalité, j'ai dû y jouer littéralement, allez quoi, 1h30 peut-être au jeu à sa sortie. Et en fait il était tellement buggé que je pouvais rien faire, mais littéralement rien faire. C'est-à-dire que dès que je faisais un match, ça s'était buggé, je passais à travers les décors, c'était affreux. Et quand moi l'aspect que j'aime bien dans les jeux c'est l'aspect création vraiment, bah, je pouvais même pas créer en fait, je pouvais pas télécharger de Superstar, je pouvais pas les modifier pour essayer de coller un maximum de la réalité, je pouvais rien faire parce que le jeu était trop buggé. Donc c'était un enfer, donc j'ai dû jouer genre 1h30 à sa sortie. Et j'ai repris le jeu qu'il y a quoi, il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc forcément voilà, tous les bugs, en tout cas la majorité des bugs qu'ils pouvaient corriger ont été corrigés. Ils ont réussi à rajouter le mode titre, créer un titre qui n'était pas dans le jeu de base, chose étonnante parce qu'il était dans les jeux précédents. Ils l'ont rajouté, lui qui est toujours un petit peu buggé, donc j'imagine qu'il sera par contre lui toujours buggé parce qu'il a été rajouté je pense très rapidement. Et du coup voilà, en fait le jeu Touquet 20 s'est ramassé tellement de critiques, c'est un des jeux les moins bien notés de ces dernières années dans l'aspect on va dire sportif. Parce qu'il s'y prête vraiment au sport, parce que c'est un jeu Touquet, comme les NBA Touquet, des choses comme ça. Mais le jeu était tellement buggé qu'il s'est ramassé tellement de tollé, même encore il s'en reçoit maintenant. Ils ont bradé le jeu à vraiment pas très cher. Je sais que moi dans le, je vais parler de ma vie réelle, mais dans le magasin où je travaille, qui est un centre voilà, où on vend aussi des jeux vidéo, des choses comme ça. Le jeu, nous, on le vendait à 30€ il y a encore 3 mois. Donc c'est pour vous dire que même pas 6 mois après sa sortie, le jeu était baissé de plus de la moitié de son tarif. Et voilà, en fait, il n'y a rien qui allait. Et pour un petit peu plus aller dans l'aspect technique du jeu, c'est tout simplement parce que dans la progression de la création du jeu, de Touquet 20, il y a un studio qui se chargeait de tous les jeux précédents qui est parti. Il me semble que c'est Yux qui s'occupait des jeux Touquet, enfin des jeux WWE, quand c'était encore SmackDown vs Raw, depuis le 2007 peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup ils sont partis des studios Touquet au début de la production de Touquet, et en fait c'est je pense à partir de ce moment là où le jeu était clairement foutu parce que le reste des studios ne savait pas gérer un jeu de catch fini à 100% on va dire. Donc du coup on a eu un jeu qui était clairement pas fini. Et voilà, il s'est ramassé tellement de tollé et le studio ne peut pas assurer, je pense, un jeu tous les ans, comme quand ils étaient avec Yux, que du coup ils ont décidé d'annuler le Touquet 21. Voilà, donc ils ont essayé de s'accrocher aux branches en disant que c'était à cause du coronavirus qu'ils ne pouvaient pas développer le jeu correctement, sachant que je le rappelle, le télétravail ça existe, et quand on travaille dans la programmation de jeu, le télétravail c'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire, hein. Voilà, surtout qu'à la base ils partent en fait d'une base qui existe déjà, hein. Donc voilà, les jeux Touquet, même les jeux SmackDown vs Raw, on part pas de rien en fait, on part de la version d'avant, en changeant pourquoi pas l'aspect graphique et des choses comme ça, mais clairement, même d'ailleurs on l'a prouvé durant ces derniers jeux, l'aspect graphique il change pas beaucoup, donc en fait on a vraiment, c'est une sorte de mise à jour en fait qu'on fait chaque année. Donc voilà, c'est clairement du mensonge, hein. Ils auraient pu très bien finir le jeu à temps, mais ils vont pas le faire. Voilà, donc est-ce qu'on va avoir un jeu en remplacement, est-ce que la W va en profiter pour sortir leur jeu vidéo? Je pense pas non plus, mais voilà, le prochain jeu WWE qui devrait sortir, ce serait du coup le Touquet 22 logiquement, mais si on n'a aucune annonce sur ça. À l'heure où j'enregistre, ce sera fait le lundi soir à l'heure américaine. Le compte Twitter WWE Games a décidé de communiquer sur ça, sur la suite. Mais du coup à l'heure où j'enregistre moi, il n'y a rien du tout d'annoncé, donc je ne sais pas du tout. Et on verra de quoi l'avenir sera fait, en espérant qu'on ait quand même, pourquoi pas, du contenu en plus du côté de Touquet 20. Moi j'aimerais beaucoup une sorte de grosse mise à jour pour mettre... pour faire une mise à jour concrètement des catcheurs, de leur design, enfin de leur aspect physique, même des entrées, des choses comme ça, ça serait très très cool et très très sympa de la part de Touquet de nous offrir une mise à jour assez conséquente pour qu'on puisse être à jour dans ce qui se passe vraiment du côté de catch. Ça pourrait être très très sympathique. Bon, je pense pas qu'ils vont le faire, hein. Clairement c'est mon moi optimiste qui aimerait bien, mais ce sera clairement pas le cas. Et voilà, je m'attarde vite fait en fin de vidéo. Vous pouvez couper la vidéo là si vous voulez, parce que là je vais juste parler un petit peu moi de mon ressenti par rapport au jeu WWE dans leur globalité.
Donc voilà, si vous arrêtez ici, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo, à la liker et tout le tralala. Vous connaissez le dicton habituel, mais comme on dit nous dans les podcasts francophones de catch, c'est ça qui fait vivre les chaînes, et c'est vraiment le cas. Je suis d'ailleurs très très ravi de la vidéo la semaine dernière, du podcast de la semaine dernière, et également de la vidéo que j'ai sortie en début de semaine sur comment reconstruire la WWE, qui ont été plutôt bien reçus. J'ai eu plutôt pas mal de vues par rapport à ce que je fais d'habitude, bien sûr. Et voilà, j'ai pas eu à me servir de titres putaclic outranciers et à des titres aguicheurs, des choses comme ça. Voilà, je me suis, voilà, je suis resté dans le classique que je fais et ça a bien fonctionné. Donc j'espère que j'aurai autant de retours et autant de partages que la semaine dernière. Ça me ferait très très plaisir. Et donc du coup, voilà, moi je vais parler vite fait de mon ressenti par rapport au jeu 2K, au jeu WWE même dans leur globalité. Et pour ceux qui s'arrêtent là, n'hésitez pas à, comme je l'ai dit, partager et tout le tralala. Et on se donne rendez-vous très rapidement pour d'autres vidéos. Je vais essayer d'en sortir au moins 2 comme je fais maintenant, donc un podcast en fin de semaine et au milieu de semaine une vidéo un petit peu plus travaillée. Même si je pense pas que je vais avoir le temps dans la semaine prochaine pour sortir une vidéo plus travaillée en milieu de semaine. Parce que comme je dis, je travaille toujours. Voilà, bisous à tous. Et du coup, pour ceux qui restent encore, moi, mon expérience WWE dans les jeux vidéo, ça a commencé avec le SmackDown vs Raw 2007. Et ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est les créations. Voilà, moi j'adore cet aspect création. Les Sims, moi j'adore. Minecraft aussi, c'est vraiment des jeux qui me plaisent parce qu'on a une liberté de création qui est assez fulgurante et moi j'adore ça. Et force est de constater que dans les jeux WWE c'est aussi le cas, hein, parce qu'on peut changer les tenues, enfin maintenant, à l'époque on pouvait pas trop, mais on peut changer les tenues de certains catcheurs pour s'imaginer pourquoi pas la tenue que nous on aimerait avoir. On peut changer les entrées, on peut changer les titres, on peut changer les coups, et ça c'est très très cool. J'adore passer, d'ailleurs je passe plus de temps dans l'onglet création que dans l'onglet match, parce que voilà, clairement je fais pas d'autre chose. Voilà, des fois aussi je crée des WWE Universe pour mettre des trucs en avant, des choses comme ça. Même si je suis pas du tout dans l'aspect fantasy dans la création, hein, je suis plutôt dans l'aspect assez sérieux on va dire, mais dans un aspect plutôt réaliste, plutôt création, mettre des trucs fluo, des choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi le DLC de 2K20 c'est une aberration, je le fais pas du tout parce que ça m'emballe pas du tout, hein. Je trouve ça marrant mais très ennuyant très vite. Donc voilà, moi j'ai toujours bien apprécié ce côté création. Et le 2K20, c'est le premier jeu WWE où je sens que ma création est plus limitée qu'avant. Et pour moi, ça c'est pas possible en fait. Pour moi, un jeu d'une licence, le jeu d'après devrait offrir encore plus de possibilités que la version d'avant. Et là, c'est pas le cas. Et voilà, c'est pour ça que je pense aussi. D'ailleurs, le jeu s'est ramassé pas mal de tollés. Mais voilà, c'était très rapidement mon avis sur les jeux 2K, parce que moi j'adore la création, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est toujours été des jeux plutôt fun. Moi, contrairement aussi à beaucoup d'autres qui disent depuis que c'est passé en 2K, c'est un petit peu nul, je préfère les SmackDown vs Raw. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve même que c'est le contraire. Quand on était en SmackDown vs Raw, on était vraiment trop sur un aspect arcade qui sont marrants très rapidement, mais ennuyants, je trouve, à la longue. Alors que là, on a passé sur un aspect simulation avec les 2K. Et moi j'aime beaucoup, donc il y a encore beaucoup d'imprécisions, et pour moi clairement les jeux 2K c'est des jeux qui sont des jeux faciles. Voilà, c'est des jeux faciles à faire, ils prennent pas de risques, ils vont pas au bout des choses et ça se ressent quand tu y joues et quand tu te promènes un petit peu dans ce que tu peux faire, contrairement aux jeux NBA qui sont plutôt travaillés tout ça. Et du coup voilà, on se retrouve sur un jeu qui est clairement pas au maximum de son potentiel. Et j'espère d'ailleurs que ce break d'un an pour 2K va leur permettre de vraiment revenir avec un jeu très très bon. Pourquoi pas même un jeu qui pourrait concurrencer un potentiel futur jeu AEW. Mais un jeu où on a des mises à jour régulières, où on a un vrai jeu interactif et pas juste un jeu qu'on nous pond une fois par an et après on se dit bon on sort un contenu une fois par mois pendant 3 mois et après faites ce que vous voulez, on s'en fout. Mais je veux vraiment un jeu qui est actualisé pendant au moins un an, quoi. Je veux un vrai jeu, tout simplement je veux un vrai jeu, même si je me contente très bien des jeux qui font d'habitude, hein. Moi je cherche pas plus que ça forcément, mais je sais que quand on veut aller un petit peu plus loin dans l'expérience, dans les jeux 2K on est très rapidement bloqué. J'aimerais vraiment un retour comme
tout le monde, je pense, un retour du mode WWE Universe, qui serait vraiment au moins un mode General Manager, un truc vraiment poussé, comme d'ailleurs le jeu qui va bientôt sortir sur PC, TOW, que fait la promotion d'ailleurs Stuary de SNC Salle Catch, qui est un vrai jeu de gestion en fait. C'est un wrestling management, en fait ça aurait dû s'appeler comme ça d'ailleurs, wrestling management. Et j'aimerais en tout cas qu'un prochain 2K offre un jeu comme ça en fait, un jeu où on peut dans un mode quelconque qu'on ait un vrai aspect management et qu'on joue un peu comme dans tout TOW, mais avec vraiment un aspect beaucoup plus approfondi, parce que voilà, les studios 2K ont quand même plus la possibilité de faire un vrai jeu que ceux qui s'occupent de TOW. Mais voilà, ou pourquoi pas même créer un jeu en parallèle, un jeu WW Management, pourquoi pas, je lance l'hypothèse. Et sur cette hypothèse, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, comme je l'ai dit déjà précédemment, et encore une fois je le dis, jamais 203, mettre un pouce vers le haut, liker, commenter la vidéo, partager pour faire connaître la chaîne, c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui continue à nous alimenter, nous, dans notre passion. Et à partager également vous ce que vous avez pensé, voilà, il est vraiment temps que je m'arrête, parce que je commence à beaucoup trop bégayer. À partager ce que vous avez pensé du show que vous voulez partager, et également sur ce sujet de W2K qui est annulé, et est-ce que vous aimeriez bien vous voir dans un prochain jeu à 2K. À la semaine prochaine, bisous.